Michel Marie, refus d'obtempérer, un migrant clandestin multirécidiviste qui devait quitter le territoire envoie 2 policiers à l'hôpital. Oui, alors cette histoire est totalement folle parce que non seulement il était sous OQTF, mais il avait déjà été expulsé il y a quelques mois. Ouais. Il s'agit d'un Marocain. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 septembre. Les policiers de Toulouse, la police municipale de Toulouse, vers 0h30, repèrent un véhicule qui roule tout feu éteint et qui grille un feu rouge. Évidemment, les policiers veulent intervenir. Il force le passage, enfin il empêche les policiers de faire leur boulot, il prend la fuite, donc un refus d'obtempérer, course-poursuite, appel à des renforts, ils réussissent à le coincer à un moment donné, lui pulvérise les voitures avec son véhicule, bon, il finit par s'encastrer dans des voitures en stationnement, ils sont 2 à l'intérieur du véhicule, ils prennent la fuite en courant. Les policiers finissent par les rattraper, les interpeller. Et là, il remplit absolument toutes les cases. Il y a de l'alcool, il y a des stupes, il était sous cocaïne, il était ivre. Pas de permis de conduire, évidemment, sous OQTF. Et quand il est entendu par le magistrat de permanence, il donne 5 identités différentes avant qu'on finisse par l'identifier formellement par ses empreintes digitales. Voilà. Merci. Merci. Émile Louis, de nouveaux vêtements retrouvés lors de la fouille du cimetière d'un tueur en série. Oui, alors c'est une histoire qui n'en finit pas de rebondir. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. Les fouilles ont commencé à la mi-septembre, enfin vers le 20 septembre. C'est une affaire qui remonte, qui a plus de 40 ans. Émile Louis est mort en 2013. Il a été poursuivi pour des faits qui se situent dans une période très longue où il a violé et tué au moins 7 jeunes filles qui avaient un point commun, c'est qu'elles étaient toutes de la DAS. On n'a retrouvé malheureusement que 2 corps de ces victimes sur ces indications dans un cimetière à Rouvray. Et c'est la raison pour laquelle, à la demande insistante des avocats des autres victimes non retrouvées, on a réorganisé des fouilles. Et elles sont en cours actuellement et on vient de découvrir des vêtements. Alors il s'agit bien évidemment de savoir si ces vêtements ont un lien avec les victimes que l'on recherche. Donc savoir ces vêtements, identifier l'époque et l'appartenance par l'ADN essentiellement. Les fouilles sont en cours et on vous tiendra bien sûr au courant de nouvelles Gilles Verdez, avancées. Il tue sa mère quelques heures avant qu'elle fête son anniversaire. C'est une affaire incroyable à Glendale, en Arizona, donc aux États-Unis. Un homme de 25 ans sort de prison, sa mère vient l'accueillir. Et quelques jours plus tard, alors qu'une fête d'anniversaire doit avoir lieu, on retrouve cette dame décapitée avec des traces de coups de couteau partout dans le corps. Et les enquêteurs retrouvent la trace d'une voiture. Dans cette voiture, ils arrêtent le fils de cette dame. Elle se prénomme Teresa, elle a 49 ans. Et son fils, d'abord, nie les faits, puis après reconnaît qu'il avait pris de la méthamphétamine, qu'il a eu une absence et qu'il a décapité sa mère. Sa mère qui venait le chercher après une longue peine de prison, qui l'héberge chez elle. Les policiers américains n'ont jamais vu une scène aussi épouvantable. Et ils avaient tous rendez-vous pour fêter son anniversaire en famille le lendemain. Voilà, il l'a décapité. Ouais, il dit qu'il a entendu des voix, qu'il a vu un homme sur un vélo qui lui a dit « va tuer ta mère ». Ça paraît totalement faux. Un urologue est mis en examen après 37 opérations ratées. Oui, c'est une affaire incroyable. Alors, cet urologue, en fait... à Besançon. À Besançon. Il prétendait soigner les hémorroïdes. Ouais. Voilà. Et en fait, il y a 37 victimes qui restent, mais il y en avait énormément plus, mais des dossiers sont prescrits. Il a sévi donc sur des gens de 27 à 70 ans pendant plusieurs années. Il a 56 ans, c'est dans une clinique privée à Besançon et il promettait des miracles. Mais le problème, c'est qu'il ne parlait jamais aux clients des risques potentiels. Et donc il opérait, et parmi ses clients, des dizaines ont des séquelles graves qui ont entraîné énormément de séparations de couples et de vies brisées. Pourquoi ? Parce que ces gens donc deviennent incontinents et ils sont obligés de porter des couches. Plusieurs dizaines de victimes portent des couches. Les couples se sont brisés et jamais il ne leur a dit que c'était une séquelle possible. Voilà. Donc aujourd'hui, il est mis en examen. Il nie les faits. Il dit que ça fait partie des risques thérapeutiques. Mais un médecin est censé avertir son patient des risques.
On va revenir dans un instant sur les révélations sur le cambriolage de notre chroniqueur, Sacha Elbaz. Et vous allez voir ce qu'a dit la police. Vous allez savoir dans un instant. Ça ne va pas vous faire tellement plaisir. Viol avec acte de torture et barbarie sur une fillette de 4 ans. Un ancien candidat de la France Insoumise arrêté à Montréal-Bucco. Oui, ça commence, Cyril, le 11 septembre dernier. La police, en fait, tombe sur plusieurs vidéos pédophiles très explicites et même jugées carrément insoutenables par les policiers qui pourtant ont l'habitude d'en voir. Alors ces images sont d'autant plus inquiétantes, si vous voulez, qu'en fait, elles circulent à ce moment-là sur des boucles Telegram de réseaux à la fois français et étrangers, de réseaux pédophiles. La police, à ce moment-là, évidemment, mène des recherches très rapides, très fortes, et ça paye, puisque 15 jours plus tard, le 25 septembre, un suspect, un certain Pierre-Alain Cotineau, 32 ans, est interpellé, placé en détention provisoire avec, vous allez voir, la liste des faits pour lesquels il est poursuivi. Viol avec acte de torture et de barbarie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ces actes, c'est ce qu'a expliqué le procureur, ont été commis vraiment dans l'intention de faire souffrir la victime et de nier sa dignité humaine. Il y a aussi dans les chefs de mise en examen retenus agression sexuelle sur mineurs par personne ayant autorité et enfin diffusion d'images à caractère pédopornographique. Mais ce qui interpelle dans cette affaire, évidemment, c'est le profil. Cet homme, déjà, il n'avait pas n'importe quelle profession. Il était assistant familial. Alors, qu'est-ce que c'est un assistant familial ? Écoutez bien ça. Sa mission, c'est de justement héberger chez lui des enfants, parfois très jeunes, en difficulté, contre des rémunérations. Alors lui, justement, eh bien, ce qu'il apparaît, c'est qu'il aurait profité de son statut pour assouvir ses pulsions à la fois pédophiles et sadiques sur une petite fille de 4 ans qui était très lourdement handicapée, qu'il hébergeait chez lui, qui était médicalisée chez lui et qui est donc totalement à sa merci. Et on n'est pas au bout de notre surprise, en fait, concernant son profil, puisque cet homme, c'était aussi un militant LGBT local qui était très engagé, qui était reconnu, mais aussi un militant de la France Insoumise. Et il avait été candidat aux élections départementales en 2021 pour la France Insoumise. Alors évidemment, quand la France Insoumise a appris le début de cette affaire, elle a tout de suite expliqué qu'il serait bien sûr éjecté de ses rangs, c'est normal. Je comprends, bah oui. Maintenant, la question qui se pose, c'est déjà, est-ce que cet homme, il a fait d'autres victimes par le passé ? On sait notamment qu'il a fait des babysitting, qu'il s'est vanté sur Facebook d'accueillir des mineurs isolés étrangers chez lui, et puis aussi qu'il se rendait à l'étranger, puisqu'en fait, il a été interpellé à sa descente d'avion. Il revenait de Tunisie. On sait que le Maghreb, parfois, pour les pédophiles, c'est un moyen d'aller sévir à l'étranger ailleurs. Incroyable. Sa femme le trouvait horrible. Gilles, un homme achète un tableau dans une brocante et qu'est-ce qui se passe ? Racontez à nos téléspectateurs, histoire de fou. Alors ça se passe en Italie, oui. Effectivement. Il y a le fils d'un couple qui dit à un moment mes parents se sont écharpés toute ma vie pour un tableau. Ma mère le trouvait horrible, elle trouvait qu'il ne représentait rien et mon père lui disait mais si, c'est pas mal. Et puis à un moment, le fils fait des comparaisons et il voit que ça ressemble à du Picasso. Alors, il va plus loin et il voit que c'est une ancienne muse et compagne de Picasso qui a été reproduite par Picasso et que le tableau est vraiment le sosie. Il y en a deux, en fait. Un avait été volé sur le yacht d'un cheikh saoudien, a été retrouvé après 20 ans d'enquête. Et il y a cet autre tableau. Donc, le fils commence à se dire, mais peut-être qu'on a un Picasso. Et son père lui dit, mais Picasso, je ne sais même pas qui c'est, on s'en fout, laisse tomber. Le fils s'obstine. Le musée Malaga de Picasso, le musée Picasso Malaga dit on s'en fout, c'est un faux. Il s'obstine, il fait appel à un détective privé. C'est un vrai Picasso qui vaut 6 millions d'euros. Incroyable. Voilà. Ouais. Incroyable. Histoire incroyable. Plus de 120 personnes, dont un enfant de 9 ans, accusent le rappeur P. Diddy d'agression sexuelle. Big Laoui. 9 ans. Oui, évidemment, ça c'est une affaire sordide. Oui. C'est d'ailleurs grâce à un avocat que tout ressort qui s'appelle Tony Busby, qui est un avocat brillant, qui a mutualisé 120 victimes. Il y a 60 femmes, incroyable. 60 hommes, dont 25 étaient mineurs à l'époque. C'est un truc de fou. Et alors actuellement, on sait que Puff Daddy, il est en détention provisoire, en tout cas à New York. Alors il y a énormément de gens connus qui sont Justin Bieber, le pauvre Justin Bieber. Oui, qui sont proches à des titres différents de l'artiste. Par exemple, Justin Bieber, lui, il a été pris sous la coupe ou sous l'aile de P. Diddy depuis à la fin des années 2000. Et à l'époque, il avait fait une vidéo et on le voyait, il disait c'est une sorte de rêve, etc. P. Diddy dit oui, j'ai la garde d'un enfant, etc. Mais aujourd'hui, on se demande vraiment ce qui s'est passé. Parce que Justin Bieber, à un moment, il dit c'est mon frère P. Diddy, mais Khloé Kardashian dit qu'elle est allée à une fête où la moitié des gens étaient nus et Justin Bieber était là.
Oh. Alors, est-ce que Justin Bieber était conscient? Qu'a fait Justin Bieber, etc. Donc, à son corps défendant, il est protagoniste peut-être de l'affaire. Il a dit, lui, il est récemment papa, il a dit, je ne veux pas parler de cette affaire, je ne veux pas parler de P. Diddy. Il y a énormément Énormément. de stars qui... Oui, il y a notamment Jennifer Lopez. Ils ont été mariés avec Jennifer Lopez et ils se sont séparés après une dispute violente liée à une arme à feu. Aujourd'hui, tout le monde dit à Jennifer Lopez, vous avez été mariée à P. Diddy, est-ce que vous pouvez témoigner? Elle refuse, elle reste silencieuse. Donc en fait, c'est le silence qui On parle trouble. de Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Kim Kardashian, Paris Hilton. Alors eux, ils étaient à des fêtes. Oui. Alors il y avait des fêtes blanches qui paraissent légitimes, et puis il y avait les fêtes orgiaques à débordement, etc. Alors aujourd'hui, toutes ces stars disent « nous étions uniquement aux fêtes blanches, nous n'avons rien vu ». Mais va se poser la question de qui savait, et aux États-Unis, ça peut devenir un séisme parce que les noms que vous citez sont les plus grandes stars. Il y a juste quelques rappeurs qui osent dire parfois il faudrait que P. Diddy dise maintenant exactement ce qui s'est passé, parler, que tout le monde parle. Mais pour le moment, c'est encore quelque peu la loi du silence. Nantes, il enferme 3 jeunes dans son camion qui est en train de vider son réservoir. Effectivement, ça s'est passé donc dans la nuit de lundi à mardi à côté de Nantes, à Saint-Herblaye, et vous avez un chauffeur de camion qui est tranquillement en train de dormir en fait dans la couchette au-dessus de l'habitacle de son camion, quand il entend du bruit à l'arrière de son camion dans la nuit, il est aux alentours de 2h30, et en fait il sort discrètement, et là il enferme effectivement 3 jeunes Roms âgés de 17 à 23 ans qui étaient en train de siphonner son essence, et à ce moment-là il les enferme dans la remorque et il appelle évidemment la police. Alors on a vu dire chapeau pour le chauffeur, la police arrive, ils sont interpellés, placés en garde à vue, les 3 jeunes avouent partiellement les faits, et là le plus surprenant, ça nous rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire d'Ahmed à Lyon. Le parquet de Nantes décide de ne pas poursuivre les 3 jeunes, de les relâcher à l'issue de leur garde à vue. Et de poursuivre le... Non, quand même pas. Pourquoi? Eh bien parce que comme finalement le chauffeur a pu récupérer son carburant, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus d'histoire, circuler. Ils peuvent recommencer. Incroyable. Ils peuvent recommencer maintenant et ils se disent de toute façon on sera dehors. Révélation sur le cambriolage de Sacha Elbaz. Que s'est-il passé puisque on va revenir là-dessus. Et Michel Marie, on a des infos. Voilà, hier on en avait déjà, on ne pouvait pas les donner. Là aujourd'hui on peut donner plus d'infos, on en a eu encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut faire un peu flipper les autres chroniqueurs. Oui, et même l'équipe. Oui, Michel. C'est-à-dire que clairement la police judiciaire semble avancer à grands pas. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé. Oui. On ne peut pas tout dire. Lundi à 11h a priori, plusieurs individus se sont introduits au domicile de Sacha Elbaz, notre confrère et chroniqueur. Il habite un rez-de-chaussée avec une terrasse. Le mode opératoire pour pénétrer dans les lieux, ils ont arraché le volet roulant. Le volet roulant. Ils ont forcé la porte-fenêtre. Et l'appartement était vide d'occupants. Il y avait juste son petit chien, d'ailleurs, qui a été maltraité par les cambrioleurs. Le petit chien, le chien boite. Oui, le chien boite, exactement. Depuis, ouais. Exactement. Et ils ont tout retourné à l'intérieur, les tiroirs, ils ont tout viré par terre. Et ils ont pris des objets de valeur, des montres principalement, quelques bijoux, des vêtements, des sacs. Bon, butin estimé approximativement à 25 000 € à la louche, comme ça. Alors, il y a ce qu'on appelle un peu les enquêtes réservées quand il s'agit de personnalités, de journalistes ou de gens connus. C'est la police judiciaire, c'est une vieille tradition au sein du ministère de l'Intérieur, c'est des enquêtes réservées. Et donc là, c'est la police judiciaire de Pontoise qui est en charge de ce dossier. Les infos qu'on a... a priori, c'est lui qui était ciblé. Oui. Alors, il était ciblé et très probablement surveillé. Oui. Exactement, c'est ça. Parce que par rapport à l'horaire auquel les faits se sont déroulés, ça colle avec l'horaire où il n'y a personne chez lui. Et donc, il a dû très vraisemblablement être surveillé. Et les individus ont tapé au moment où ils savaient donc ils savaient où ils habitaient, dans quel parce que c'est dans un immeuble, ils savaient exactement où était. Ils ont été directement sur sa terrasse, cassé son volet. Il n'y a pas eu d'autre effraction sur d'autres portes de l'immeuble. C'est directement chez lui. Donc il y a eu des repérages de faits, c'est une certitude. Peut-être des filatures. Enfin, il y a tout un tas de moyens de loger, comme on dit, quelqu'un. Il suffit de le suivre, de connaître un peu ses horaires, ses habitudes.
Et là, fort heureusement, il n'y avait personne dans l'appartement parce que on peut imaginer qu'ils auraient été saucissonnés s'ils avaient été présents. Alors pourquoi on a des infos là-dessus? On a non, enfin oui et non. Enfin non, on a des infos, mais non. Voilà, exactement. Voilà. Des infos, mais non. Exactement. Ouais. Ils sont venus en scooter. Voilà. Peut-être, ouais. Est-ce qu'il y avait des caméras de surveillance? On a pu les voir. J'espère. D'accord. Gilles. Il est certain que lui est certain qu'au moment où il part de chez lui pour aller travailler, à ce moment-là, effectivement, ils sont là, ils le surveillent. L'horaire est extrêmement concomitant, donc voilà, ils sont intervenus très rapidement chez lui dans le laps de temps. Donc ça veut dire qu'il était logé chez lui, logé au sens de repérer chez lui. Ça veut dire que très probablement, pour savoir où il habite, il a potentiellement été suivi à partir de la sortie de son travail. Ce qui n'est pas très compliqué à faire. Pas très compliqué, mais pas de manque d'organisation. Voilà, qui témoigne d'un, si je puis dire, d'un professionnalisme des cambrioleurs. Ils sont restés donc 6 minutes chez lui. 6 minutes, c'est le temps moyen. Le temps moyen, c'est 2-3 minutes d'un cambriolage comme ça. Moi, j'avais été cambriolé, ça en restait 2 minutes 30. Il ne faut pas que ça traîne. Donc voilà, et il a été repéré, suivi, et c'est lui, effectivement, pour ce qu'il avait dit à l'enquête. Juste, est-ce que c'était lui ou est-ce qu'ils suivent peut-être les autres personnes de l'émission, ou bien c'est lui qui a été ça, c'est difficile. C'est par rapport à ce qu'il a dit dans l'émission, il a dit caché. Ça, c'est sûr que ce qu'il a dit dans l'émission a probablement, enfin, a peut-être un lien. On n'a pas la certitude, on le saura quand. C'est-à-dire que ça s'est passé quelques jours après, c'est ça qui est fou. Il y a une concomitance des temps qui est troublante. Après, si là, ils auraient été quand même très vite pour faire le travail de repérage, de filature. Vous pensez qu'il était repéré avant? Moi, je pense que oui. Ce qui est difficile, Cyril, dans ce genre d'affaires, en général, on l'a vu avec ces cambriolages de stars, c'est quand vous avez souvent des commanditaires et des gens qui font le coup. Et souvent, les gens qui font le coup, qui sont interpellés par la suite ou sur le fait, disent « Ah mais nous, on n'est pas les commanditaires, on ne fait qu'appliquer des ordres, et donc on ne sait pas pourquoi on le faisait, on ne connaît pas les mécanismes. » C'est ça qui est difficile. Ouais, c'est cloisonné. C'est des équipes cloisonnées, des équipes à tiroirs, comme on dit dans Est-ce qu'ils peuvent revenir au même endroit? Écoutez, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Oui, c'est possible, ils peuvent revenir en même temps. Parce que c'est ce qu'il m'a dit, il paraît qu'il y a plus de chances qu'ils reviennent au même endroit. Si c'est le lien que vous évoquez, vous, avec son intervention sur le plateau, a priori, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, donc effectivement, ils peuvent se dire, tiens, on a raté le coup, il faut qu'on y retourne. Ça, c'est une hypothèse. Oui, Amaury. Non, mais on l'a vu avec Anne-Sophie Lapix, la célèbre présentatrice. Elle a été cambriolée à de multiples reprises. Et le problème de Sacha Elbaz, là, c'est que si son adresse est connue par des malfaiteurs, elle peut circuler aussi sur des boucles ou être vendue, entre guillemets, entre malfaiteurs. Et donc, effectivement, une fois que votre adresse est connue par ces gens-là, ça devient très risqué. Et vous avez évidemment des risques de récidive de cambriolage chez vous. En même temps, à partir du moment où ils sont venus une fois, qu'ils ont pris à peu près tout ce qu'ils pouvaient prendre, il n'y a plus grand-chose à prendre. Donc, Oui, non, mais je dis ça dans un an. Oui. Merci à vous tous. Rambo 3 tout de suite sur C8. Merci d'avoir été avec moi.